du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien. On se retrouve comme tous les mardis soirs en direct pour parler de sport dans le Campus Sport Club. La 7e déjà émission de cette saison 5. On a démarré tambour battant avec en plus de ça, pour celles et ceux qui nous suivent sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux, une émission spéciale Alain Prost. Allez écouter une bonne heure 30 pour revenir sur les 40 ans de son premier titre en Formule 1. Pour cette semaine, on revient à du standard, on revient à du concret. Il y a des événements qui sont en cours et on va pouvoir en parler dans un très court instant. Mais avant ça, bien sûr, petit tour de la table pour celles et ceux qui m'accompagnent ce soir. En l'occurrence, c'est ceux, puisque autour de moi, Malo, Baptiste et Alexis qui ont l'air chauds. Comment ça va, messieurs ? Ça va très bien. Bonsoir à tous les trois, bonsoir à tous. Moi, ça va très très bien aussi. Je suis très content encore de revenir pour débriefer une belle semaine avec vous tous, bien sûr. Dans un petit comité, mais Oui, petit c'est comité de Très qualité, j'ai envie de dire. Ah, voilà. Ah, Petit très sympathique. comité de qualité. on met en avant la qualité ici. Oui. Ouais. Et pour toi, Alexis ? Bah ça va super, et toi? Ouais, vous voyez ma position là. Ouais, je pense que C'est un peu. Ça va être sympa. Hein. un petit souci de micro, mais c'est très drôle. Voilà, c'est aussi les insides, c'est ça la radio. On garde des choses entre nous. Voilà, on peut dire des choses. Tout le monde nous entend, mais on peut faire des choses, on peut voir des choses que Il y a des backstage. personne n'a par nous. Voilà, des backstage. Même si Yann de Chrysanthème, voilà, évidemment, va me prendre en photo pour m'afficher partout. Voilà, dans son entourage, j'imagine. On va pouvoir aborder très vite du concret, les résultats avec petit jingle et c'est Bibi qui s'en charge ce soir. Le tour du monde des scores et des performances, tout de suite dans les résultats du Campus Sport Club. Alors j'aurais aimé démarrer par du football féminin, mais il se trouve que l'équipe de France, qui est en ce moment en train de disputer sa demi-finale retour de Ligue des Nations, est encore sur le terrain en train de jouer. On est dans le temps additionnel, du coup je me permets, messieurs, pour passer tout le football, on va aborder tout de suite le tennis, parce qu'il y a aussi des choses à dire quand même dans pas mal d'autres disciplines, et en l'occurrence du tennis. Pourquoi du tennis, me direz-vous ? Oh, mais si vous avez bien suivi en France en ce moment, il y a un grand tournoi, le Masters 1000 de Paris, le Rolex Paris Masters, qui a débuté hier très précisément. Et pour revenir sur les premiers résultats de ce tournoi, la sensation est venue de ce deuxième jour de cette soirée de compétition. Elle est à mettre aux dépens du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Habitué des finales ces derniers mois, l'Espagnol nous a fait la surprise d'être éliminé pour son entrée en lice au deuxième tour par le Britannique Cameron Norrie, 31e mondial, défaite 6-4, 3-6, 4-6, une mésaventure à contraster avec une autre belle histoire. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Ça va être les retrouvailles entre les cousins Arthur Hinderknecht et Valentin Vachereau. Le Français, le premier, Arthur Hinderknecht, 29e mondial, s'est qualifié d'abord hier en battant le Hongrois Fabian Marozsan en 2-7, 7-6, 7-6. Il a pu assister cet après-midi à la victoire de son cousin monégasque, 40e mondial, sur le Tchèque et 18e mondial Jiří Lehečka, 6-1, 6-3. En démonstration, notre ami monégasque. On a hâte de les voir de nouveaux adversaires sur le court demain, quelques semaines après leur retentissante finale
du Masters 1000 de Shanghai en Chine. Sinon, le bilan français de ce premier tour n'est pas si mal. 4 Français sur les 7 engagés dans le tableau principal ont réussi leur entrée en lice. En plus de Rinderknecht, Arthur Cazot, Alexandre Muller et Corentin Moutet sont au rendez-vous du deuxième tour, ce qui n'est pas le cas de Giovanni Pesci-Péricard, Valentin Royer ou encore du Boulonnais Terence Atman, tous les 3 tombés. Pour ceux qui ont suivi un peu ces premiers résultats, vous retenez quoi entre les cousins encore J'avais pas suivi Alcaraz tout à l'heure. Et c'est une grosse nouvelle. Mais alors pas si étonnante que ça, connaissant le joueur qui est Cameron Norrie. Et après sinon voilà la belle histoire, on le répète depuis quelques semaines, c'est quand même Arthur Rinderknecht contre Valentin Vachereau. Et Rinderknecht aussi qui a eu vraiment du mal, parce que au départ il est mené et puis il revient de je sais pas où, et il s'impose en 2-7. Donc franchement, parce que Marosan c'était compliqué quand même, c'est un bon joueur. Donc voilà, à suivre cette petite affiche. Moi j'aime bien une petite revanche, on sait jamais. Ça te fait rêver un peu. Ah oui, bien sûr. Ici, vous êtes plus sur Alcaraz, sur les Français, sur pour ma part, je suis moyennement surpris de l'élimination d'Alcaraz. On sait que c'est un peu son plafond de verre, le Rolex Paris Master, il a jamais dépassé les quarts de finale là-bas. Et je pense surtout que c'est pas sa surface de prédilection, et en plus une salle, on sait qu'il aime la terre battue, entre autres. Voilà, et du côté de la rivalité entre cousins, moi j'ai hâte de voir la revanche, cette revanche entre les deux, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une compétition entre les deux, et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais sinon très heureux pour nos Français qui sont passés au second tour. Ouais. Moi, je vais sortir un petit peu des sentiers battus et je vais te parler de Corentin Moutet qui a gagné face à Lee Opelka. C'était dans la journée. Ouais. Et en fait, Corentin Moutet, il est en forme en ce moment. Finale à Almaty, quart de finale à Vienne en ayant battu Medvedev. Et là, il va rejouer contre Bublik. Ça va être un super match. Ouais, donc, joueurs de gros tempéraments. Il y a eu des joueurs de surprise, de frissons sur leur jeu, donc c'est vrai que ce sera intéressant. Et qui sont pas loin des fois de se friter ou de s'envoyer des raquettes c'est vrai. Dans la tête. Ça va être aussi pimenté. Ils se sont déjà frités. Oui, justement. Donc on va voir. Voilà. Et puis pour ceux qui se demandaient, pour le numéro 2 mondial, Yannick Sinner, il est aussi exempté de premier tour. On en parlera plus tard puisqu'il est attendu demain, lui, sur le court. Un petit peu toujours de raquettes, ça me laisse encore plus le temps. L'équipe de France a fini, ça me permettra de revenir plus longuement sur le football. Tennis de table avec le début aujourd'hui du WTT Champions de Montpellier. Félix Lebrun, le tenant du titre, a disposé sans problème du Danois Jonathan Groth en 3 manches, 11-7, 11-8, 11-7. Le Bruyat, Flavien Coton, invité par la WTT à intégrer ce tournoi montpelliérain, n'est pas passé loin de battre le Taïwanais Lin Yunyu, 11e mondial. Le nordiste de 17 ans s'est finalement incliné 3-7-2 pour sa première participation. Dans le tableau féminin, sensation dès le début de journée avec l'élimination pour le premier match de la tête de série numéro 1, la chinoise Chen Xingtong, la 3e mondiale, qui a été battue 3-7-1 par la roumaine Bernadette Sox. Un petit tour sur du basket. On va passer sur les parquets Betclic Elite. Revenir sur ce qui s'est passé ce week-end avec une entame compliquée pour les clubs nordistes Gravelines Dunkerque et Le Portel en position de relégué 15e et 16e après 5 journées de championnat samedi, même si le BCM a signé sa première victoire de la saison face à Nancy 107-79, le SSM, elle, a toujours son compteur bloqué à 0, battu au Mans de presque 40 points 107-68. Les Portellois auront l'occasion de se rattraper avec l'Opalico, le derby contre Gravelines qui arrive ce week-end. Autrement, à l'autre bout du classement, en tête d'affiche, l'Asvel, donc Lyon-Villeurbanne, Monaco, Cholet et Le Mans ont pour l'instant 4 victoires pour une défaite chacun et se bagarrent, en tout cas pour prendre la tête du championnat. Et en Ligue féminine, Villeneuve d'Ascq, les Villeneuvoises, juste à côté, à quelques hectomètres d'ici, a enchaîné dimanche une 3e victoire de suite en championnat contre Charnay. 3 succès à nuancer, car tous réalisés à domicile. Reste à savoir si maintenant le SBVLM va aller pouvoir poursuivre cette série à l'extérieur. En attendant, les Villeneuvoises, elles, sont 6e sur 12 dans leur championnat avec un match de retard. À savoir, elles jouent aussi en parallèle l'Eurocoupe. Et un petit mot de NBA pour ce volet basket. Et surtout, un point sur le début de saison canon des Spurs de San Antonio, puisque la raison est simple. Un certain Victor Wembanyama, en forme MVP, le Français de 21 ans, sort déjà le grand jeu
pour ses premiers matchs, 40 points et 15 rebonds en entame contre Dallas, 29 points, 11 rebonds et 9 contres face à Nouvelle-Orléans, 31 points, 14 rebonds contre Brooklyn ou encore 24 points, 15 rebonds la nuit dernière face à Toronto, 4 sur 4 pour les Spurs, Wembanyama en très grande forme. Est-ce que vous, ça vous fascine ou maintenant ça devient presque banal quand on entend parler de Wemby? J'espérais que tu en parles, car parle, j'ai malheureusement raté le débat NBA de la semaine dernière. Mais ouais, je suis très grand fan de NBA, enfin des Spurs. Wembanyama, ce qu'il fait en ce début de saison, c'est exceptionnel. Il est élu meilleur joueur de la semaine à l'Ouest, devant Shai Gilgeous, qui a quand même 50 points de moyenne, 45. Donc voilà, et puis je pense qu'il emmène dans son sillage son équipe, les Spurs. Ils sont à 4-0, ils ont l'occasion de faire un 5-0 vendredi à Miami. Donc voilà, hâte de voir la suite, mais en tout cas c'est très prometteur pour la suite de la saison, ce qui est en train de produire notre Victor Wembanyama. Je suis d'accord, c'est pas du tout banal, et c'est pas banaliser une performance comme ça. Après, on s'y attendait un peu, vu ce qu'il avait annoncé. Moi, je m'attendais à un retour Victor Wembanyama version 2.0 XXL. En plus, là, remettre du contexte, il revient de 8 mois de ouais, convalescence pour une thrombose à l'épaule. Donc, le gamin, c'est long et ça montre la force du caractère. Ouais, voilà. Voilà. Donc, et 21 ans. Que du bonheur pour la suite pour lui, je pense. 21 ans seulement. Il est plus ou moins en lice. Enfin, il était déjà annoncé lors de sondages de pré-saison. On en avait parlé vite fait dans le débat la semaine dernière pour être dans les quelques noms évoqués de futur MVP cette saison. S'il démarre sur cet ending-là, pour l'instant, il confirme cette pensée. Et aussi et surtout, bon, bien sûr, ça va être sur du plus long terme, mais à 21 ans, j'ai pas sa date de naissance, faudrait que je la vérifie, mais sur l'année de ses 22 ans, on est quand même pas loin du record d'Eric Rose, qui avait été le plus jeune MVP à l'époque. Ah ouais, c'est ça. À 23 ans, Derrick Rose, non? Peut-être, ouais, ou l'année de ses 23 ans. 23 ans. Si je dis pas de bêtises, Wemby, il est de janvier 2004. Oui, donc voilà, il va avoir 22 ans en janvier. Ouais, il pourrait, c'est l'année ou jamais. En tout cas, s'il l'a cette année, c'est très très fort, hein, vu les clients qu'il a en face. Ouais, bah tu disais chez Gilgeous Alexander, Jokic, Giannis aussi. Ouais. Ça va être costaud. On va suivre ça de toute façon jusque juin. L'avantage de Campus Sport Club, il va normalement vivre jusque juin. On va pouvoir toutes les semaines plus ou moins faire le point. Enfin, on va pas le faire toutes les semaines, peut-être pas. Je vais pouvoir revenir sur du football, messieurs. Il y a le coup de sifflet final qui a retenti au stade Michel Dornano de Caen avec notre envoyé spécial sur place. Non, on n'a pas le budget, me dit-on. On n'a pas le budget. Du coup, je vais devoir le faire avec mes infos. L'équipe de France féminine a été tenue en échec 2-2 face aux Allemandes lors de leur demi-finale retour de Ligue des Nations. Les Françaises avaient été battues 1-0 il y a quelques jours en Allemagne sur un but de Clara Bull et elles devaient de ce fait à minima l'emporter pour espérer une prolongation et même mieux pour espérer se qualifier pour cette finale de Ligue des Nations. Mais ce match nul a engendré l'élimination tout simplement des Bleus. Elles avaient pourtant bien démarré. 3e minute de jeu, c'est notre ami Melvin Mallard de Manchester United qui a ouvert le score, qui a tout de suite remis les compteurs à 0. On a eu ensuite une superbe réaction des Allemandes et un but, un enchaînement. On l'a commenté tout à l'heure quand vous êtes arrivé au studio. De l'allemande, pardon, la jeune, pour 25 ans. Moi, je suis jeune, c'est pour ça, je me dis jeune. Donc, de Nicole Agnomi, en tout cas, la fameuse Clara Bull a ensuite marqué le but du 2-1 pour nos amies allemandes. Elles ont même inscrit le 3-1 qui a été refusé par la VAR. L'espoir était toujours permis pour nos Françaises à Caen. Clara Matteo rentrée en jeu a égalisé à la 89e minute. J'ai suivi du coin de l'œil aussi un temps additionnel assez intense et impressionnant. Les Françaises tout pour l'attaque. Finalement, ce 3e but n'est pas venu. Les Françaises sont donc éliminées. Les Allemandes rejoignent la finale de Ligue des Nations où les attendaient déjà les Espagnols, les tenantes du titre. L'Espagne qui avait battu la France lors de la finale de la première édition, rappelez-vous. Et donc, ces Espagnols auront l'occasion de gagner coup sur coup face aux Allemandes. Les Françaises pourront quand même jouer face aux Suédoises, éliminées par les Espagnols, le match pour la 3e place. Petite médaille de bronze, sachant que cette année, tout est fait en format aller-retour. Donc on retrouvera nos Françaises les 28 novembre et 2 décembre, match aller et match retour, contre les Suédoises pour la 3e place. Ça nous permettra aussi de un peu les voir se rôder pour les plus grandes échéances à venir. Mais bon, un peu chiant, c'est toujours les Allemandes. Hein. Un peu chiant. Les Allemandes qui nous avaient éliminés, hein, c'est ça, à l'Euro dernier. On aurait aimé prendre une petite revanche là-dessus. Je vais aussi revenir sur d'autres matchs. Il y avait dans la soirée de la Ligue 2.
Pour celles et ceux qui ont peut-être suivi de leur côté, Boulogne et Dunkerque étaient en lice. Boulogne qui recevait Reims, Dunkerque qui recevait le Red Star. C'est 2 matchs, 2 ambiances sur la Côte d'Opale. Dunkerque a enchaîné avec un nouveau succès 3-0 face au Red Star à domicile, une semaine après sa victoire sur le même score à Pau. Tout l'inverse de Boulogne-sur-Mer qui a été étrillé 6-2 à domicile. Ouais, j'ai vu la tête de Baptiste. Devant son public, l'USBCO reste 16e et barragiste de Ligue 2 alors que les voisins dunkerquois font la belle opération de cette 12e journée. Ils ont pris 5 places et sont maintenant 8e de Ligue 2 à 3 longueurs du top 5 qui permet en Ligue 2 de jouer les barrages et les playoffs potentiels. Donc ils se replacent, en tout cas c'est Dunkerquois. Et je remonte un petit peu dans le temps pour finir et poursuivre sur du football, un peu de Ligue 1 évidemment. Il y a eu un week-end aussi heureux pour nos clubs nordistes. Dimanche après-midi, le LOSC a fait carton plein devant ses supporters contre Metz, la Lanterne Rouge. Un succès 6-1. C'était un set de tennis. On attendait peut-être le deuxième, mais finalement c'est Boulogne qui se l'est pris dans la tête ce soir. Ouverture du score de Hamza Igaman, doublé de Félix Correa pour ses premiers buts lillois. Un but de Perrault, un but du capitaine Benjamin André et un but d'Akon Haraldsson. Pas de clean sheet en revanche pour le LOSC puisque Ibou Sané, le Messin, a sauvé l'honneur à la 90+5 et victoire quand même des Lillois. Carton. La veille, samedi soir, c'est Lens qui avait montré la voie en l'emportant 2-1 contre Marseille à Bollaert. Ça fait plaisir à Baptiste, j'imagine. Bien Mené sûr. Au score par l'OM et son homme en forme du moment, Mason Greenwood, le Racing a répondu sur penalty par Hudson-Edouard, auteur d'une panenka en première période. 1-1 à la pause. Déjà fautif sur le penalty, Benjamin Pavard, le Maubeugeois, le nordiste de retour en Ligue 1, s'est de nouveau rendu coupable sur un corner lensois. Le ballon est passé dans quelques jambes avant de heurter son pied et de finir dans son propre but, un contre son camp qui permet à Lens de l'emporter. Défaite de Marseille, victoire de Lens, inversion des positions. Lens est maintenant le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain, puisque Paris en a profité évidemment. Le PSG l'a emporté à Brest 3-0 samedi après-midi. Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé a pu refouler les pelouses de Ligue 1 quelques jours après être revenu dans le cadre de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Toujours samedi, Monaco avait assuré l'essentiel aussi en disposant de Toulouse sur le plus petit des scores possibles, victoire 1-0 à domicile. Et enfin, Lyon a renversé Strasbourg au parc OL dimanche soir en match de clôture. Les Gaunes l'ont emporté 2-1 grâce au but victorieux d'Afonso Moreira dans le temps additionnel. L'OL double ainsi Strasbourg et revient à égalité de points du 3e Marseille. Donc pour vous faire le petit bilan, Lens, nouveau dauphin du PSG à une longueur des Parisiens. Rennes, de son côté, battu à domicile par Nice, est complètement à l'arrêt avec 5 matchs de suite sans victoire et stagne à la 10e place. Ça sent un peu le roussi pour Habib Beye. Vous retenez quelle performance, quel résultat, vous, de ce week-end Ligue 1 ? Je vais pas être objectif. Oui. Je sais très bien. Donc on veut pas savoir. Ici, Alexis. Oula. Je vais pas être objectif aussi. Moi, je retiens la victoire d'Angers 2-0 face à Lorient. Ah oui. Et ça, c'est. Je l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que je pense à Loïc là, moi, à Lorient qui nous écoute, j'imagine, et je lui passe le bonjour. Voilà. Et ici, Amalo ? Non, moi je vais parler du LOSC, je laisserai Baptiste parler de Lens, mais ce club est tellement imprévisible et c'est pour ça qu'on l'aime, capable de perdre à domicile face au Castalonique et 3 jours après faire un carton plein contre Metz. Vous me direz, c'est que Metz en face, c'est triste à dire, mais cette année, je pense qu'il distribue quand même pas mal de points aux équipes qu'il rencontre. Mais le score de 6-1 fait plaisir, et ça a permis à plusieurs joueurs de se remettre en confiance et à l'équipe d'enchaîner sur une bonne dynamique, puisqu'on revient bien en Ligue 1. Il faut confirmer demain contre Nice. Mais en tout cas, on se rapproche du groupe des favoris, on est 4e. On voit très simplement se dessiner aussi ces 7 clubs à la lutte. On va évoquer de toute manière. Ouais, en tout cas, les 2 clubs nordistes dans le top 5, il me semble. Donc ça, c'est dans le top 4 même. C'est quand même assez incroyable. Ça permet aussi de pimenter ce début de Ligue 1. Je te laisse introduire à Lens, du coup, je vais devoir enchaîner. Vas-y. C'est dommage, mais j'accepte la sanction. On aura toute la saison pour parler de Lens. Je vais aller très vite pour les quelques derniers résultats qu'il me reste. Un peu de Formule 1, les Grands Prix du Mexique. La bataille pour le titre de champion du monde pilote a encore fait rage sur le circuit de Mexico. Parti en pole position, le Britannique Lando Norris a réalisé une course parfaite dimanche en restant en tête du long des 71 tours de course et a décroché sa 6e victoire de la saison. Mieux encore, Norris est redevenu nouveau leader du classement pilote pour 1 point d'avance sur son équipier Oscar Piastri. Il a fini 5e, lui, de la course du Mexique. Norris l'avait été déjà leader du classement au terme des 4 premiers Grands Prix avant que Piastri ne prenne la tête et l'occupe jusqu'à
ce dimanche. Les pilotes McLaren ont désormais 36 et 35 points d'avance sur le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen, troisième du Grand Prix et toujours à l'affût. À noter la belle 4e place du jeune Oliver Bearman avec Haas, longtemps troisième d'ailleurs dans la course, et Charles Leclerc a signé la 2e place pour son écurie italienne Ferrari qui est passé devant Mercedes pour 1 point au classement constructeur. Là aussi, la bataille fait rage, mais pour les places d'honneur, puisque McLaren est déjà champion dans cette catégorie. Un peu de MMA, un petit mot, surtout un point de frustration pour tous les supporters français et ceux de Cyril Gane en particulier. Le français affrontait le champion du monde des poids lourds, l'anglais Tom Aspinall, pour la ceinture à l'UFC 321. C'était à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Un duel qui s'est terminé sur une égalité, un no contest, comme on dit dans le milieu, pour un high poke, tout bêtement un doigt dans l'œil. À la fin du premier round, 5 premières minutes où Gane semblait dominer le combat, en plus jusqu'à ce geste malencontreux, en voulant tenir Aspinall à distance. Scénario cruel pour le clan français. Avec cette égalité, tout le monde a espéré très vite une revanche. Dana White, le président de la Fédération américaine des arts martiaux mixtes, voulait planifier un rematch au plus vite de son côté, alors qu'Aspinall s'est montré beaucoup plus désagréable et aurait préféré la disqualification pure et simple de Gane. Affaire à suivre donc. Et voilà, c'est tout pour moi, messieurs, parce que le temps fuse et le football féminin était... J'ai traîné exprès, mais là, au moins on a pu en parler. Je propose une petite pause musicale pour ça. Ça me permet d'introduire très très discrètement un dernier petit résultat. Je vous propose ce soir pour la première interlude musicale Au vent solitaire des Marins d'Irois. C'est un groupe vocal français. C'est tiré de leur dernier album La mer est immense. Pourquoi ? Puisque a démarré ce week-end la Transat Café L'Or avec le nordiste Thomas Ruyant, accompagné de Ambrogio Beccaria sur un IMOCA. Ils sont partis en direction de Fort-de-France pour essayer de gagner la course pour la 3e fois de suite. Voilà, donc à suivre ça aussi tout au long de la semaine, on en parlera dans les prochaines émissions du Campus Sport Club. Nous, on vous laisse avec Au vent solitaire, les Marins d'Iroise. On se retrouve juste après. Au vent solitaire, c'était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6. C'est une chanson tirée du dernier album des Marins d'Iroise, La mer est immense. Voilà, on se retrouve nous pour continuer cette émission du Campus Sport Club jusque minuit pétante. On va finir tous crevés, mais on va y aller jusqu'au bout de cette émission. À parler de sport, on va pouvoir enchaîner avec les news tout de suite dans le Campus Sport Club. Les news qui vous sont présentées par un certain Malo ici à ma gauche. Que s'est-il passé autour de la planète sport ? Retour sur l'actu dans les news de la semaine. C'est ça, alors on va parler de pas mal de choses ce soir et on démarre avec du cyclisme et le parcours du Tour de France qui a été annoncé par Christian Prudhomme jeudi dernier. 21 étapes et 3333 km à parcourir pour les coureurs qui devront notamment se mesurer aux Alpes avec 2 passages à l'Alpe d'Huez lors des 19e et 20e étapes. Un parcours relevé, 54 450 mètres de dénivelé, qui laissera des chances aux challengers de venir titiller l'ogre Tadej Pogačar, qui s'annonce toutefois favori de cette 113e édition. Les 23 équipes s'annonceront de Barcelone le samedi 4 juillet pour un départ en terre espagnole donc, alors que le Tour d'Espagne, lui, la Vuelta partira de Monaco le 23 août suivant. Donc à noter également dans l'actu cyclisme que Benoît Cosnefroy, notre Français, s'engage avec UAE Emirates pour 2 saisons. Après 10 ans passés chez Decathlon, AG2R la mondiale, le coureur français de 30 ans pourra apporter son expérience chez l'équipe numéro 1 mondiale au service de Tadej Pogačar. C'est une bonne prise, ça, hein. C'est un bon coup, petit Benoît Cosnefroy. Lui aussi, il se met bien. Je viens de faire une tête, je savais même pas. Là, tu m'as appris quelque chose. Mais on apprend plein de choses aux gens. Non, mais oui, c'est ça, c'est le but. C'est fou quand même. Nous avons Benoît compris Cosnefroy. que tu avais passé de bonnes vacances, que tu avais passé un bon week-end, mais tu n'avais pas tout vu, Baptiste. Oui, mais l'émission sert à ça. Mais c'est vrai, mais enfin, je suis un peu choqué. Cosnefroy à UAE. Bah, le retournement de situation est incroyable parce qu'on un peu mauvais. On un le peu mauvais. Sans blague, un peu mauvais. Parce que je me dis, est-ce qu'il aura vraiment le niveau pour jouer une carte chez UAE ? Honnêtement, il a le niveau d'être équipier. C'est tout. Enfin, il a pas montré énormément de choses, Benoît Cosnefroy. À part une fois sur le Grand Prix du Québec, sinon. C'est un bon coup de Benoît. C'est un bon coup de Benoît. Non, ouais, voilà. Bon Après, je peux me tromper, hein, les gars, vous pouvez me contredire, mais moi, je trouve que, enfin, UAE, là, ils ont pris quand même, ils auraient pu aller chercher quand même un peu mieux.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est la motivation de Benoît Cosnefroy Ah ouais. qui a convaincu le manager de l'équipe UAE. Et en fait, il y a eu un rendez-vous avec son agent et il l'a convaincu. Et donc, ça s'est fait puisqu'à la base, il devait signer à la Cofidis. Bah, Ah oui, je pense donc que c'est- ça aurait été mieux pour lui qu'il signe à la Cofidis, Ouais, il aurait- honnêtement. Oui. Après, Cofidis Oui, a Cofidis été. qui est relégué du Ouais, coup. c'est ça. Oui, en ils sont retour, ça relégués, aussi- c'est vrai, mais Ça change aussi parfois. Bien je sûr. pense, le contrat, le montant, les conditions. Et bien puis, sûr. Et puis pour l'engagement, là, on parle d'un engagement de 3 saisons, 2 saisons. 2 saisons. 2 saisons, c'est ça, ouais. Est-ce que Cofidis, peut-être qu'il aurait pu signer que pour une, et même à cet âge-là, c'est un peu périlleux. Bien sûr, mais ça aurait pu le relancer dans Aussi, dans une saison pro team où il Voilà. n'y a pas non plus énormément de concurrence, par exemple. surtout chez Cofidis. Mm. Donc, Et Cofidis voilà. qui est parti pour 3 ans en Pro Ouais. Tour, puisque Ouais. le nouveau cycle va Et démarrer. qui ont signé aussi à la rentrée Hugo Page, 2026. Et Hugo Cofidis. Page, qui a été signé, exactement. On va passer d'un monde à l'autre, Malo. C'est ça, on passe au football amateur avec le tirage du 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu demain soir à Paris. Donc synonyme notamment de l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 dans la compétition. Donc c'est l'ancien Lillois Mathieu Debuchy qui se chargera du tirage, qui sera suivi de très près par les clubs de Capelle-la-Grande et Obi, tous deux pensionnaires de D1 et donc petits poussés de cette compétition. Ce tour marque également l'entrée en lice de l'ULSD Dunkerque, Boulogne et Amiens pour les Hauts-de-France, ainsi qu'une flopée de clubs allant de la Régionale 3 à la Nationale 1. On repasse au monde pro avec un changement de coach dans le championnat italien. Igor Tudor, entraîneur de la Juventus de Turin, ex-entraîneur de Marseille, a été limogé hier matin par ses dirigeants. Cette décision intervient juste après une énième défaite de la Juventus face à la Lazio Rome ce week-end et est justifiée par un manque criant de résultats alors que la Juve pointe à la 8e place du championnat italien et à la 25e place en Ligue des Champions, au-delà des places qualificatives pour les barrages. Un changement s'impose donc dans le club turinois, un changement de coach pour espérer relancer l'équipe. Les dirigeants pensent notamment à Luciano Spalletti pour le remplacer. Les noms de Roberto Mancini et Raffaele Palladino, donc c'est un jeune entraîneur de Monza, ont également été évoqués pour lui succéder. Toujours en Série A, Naples a annoncé hier la blessure du milieu de terrain Kevin De Bruyne. Blessure à la cuisse droite, le milieu de terrain belge devrait être éloigné des terrains pour plusieurs mois, avec un retour prévu en février 2026. De quoi donner un casse-tête à Rudi Garcia, le sélectionneur de la sélection belge, qui doit notamment compter avec les absences de Romelu Lukaku aussi, et donc de Kevin De Bruyne. Même blessure, par contre, mais autre sport, Malo. Exactement, car on passe au rugby, et c'est le demi d'ouverture de l'Union Bordeaux-Bègles Mathieu Jalibert, qui est absent 4 mois, et forfait donc pour la tournée d'automne avec les Bleus. Le Bordelais devra donc attendre pour regagner sa place dans le groupe du 15 de France, lui qui subit une forte concurrence à son poste, de Thomas Ramos et Romain Ntamak notamment. Et une info biathlon maintenant. Julia Simon connaît enfin sa date de passage devant la Fédération française de biathlon dans le cadre de sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Albertville. C'est donc dans l'affaire où elle a été condamnée pour vol de carte bancaire sur sa coéquipière Justine Brezas-Boucher ainsi qu'une membre du staff des Bleus en 2023. Ce sera le 6 novembre, donc cette comparution devant la Fédé. Et la biathlète française risque des sanctions sportives pouvant aller jusqu'à une disqualification ou tout simplement virée de l'équipe de France, alors que le début de la saison de biathlon approche et que les JO d'hiver de Milan-Cortina sont dans quelques mois. Donc on va attendre de voir quelles vont être les sanctions pour Julia Simon. C'est bête, hein. En plus, cette affaire, est-ce que vous vous souvenez, vous, 2023, fin de saison 2023, avec cette histoire de carte bancaire? Ouais. Pas très maline, déjà, de 1. C'est vrai. Au moins elle est arrivée au tribunal en disant je suis bien coupable. Mais elle a nié pendant 2 ans. Elle a nié et ensuite elle a reconnu, exactement, elle l'a reconnu récemment. Voilà. Donc, ouais, c'est toujours compliqué. On sait qu'elles ont quand même pu disputer des saisons, des compétitions ensemble depuis ce temps. Hein. Julia Simon et Justine Bressaz-Boucher, elles ont fait aussi des relais entre elles, des relais féminins. À voir aussi pour le début de saison, ça serait quand même dommage pour l'équipe de France de se priver de Julia Simon. Ah ouais. Mais on a aussi cet avantage d'avoir un beau vivier Ah ouais. pour les relais féminins. Est-ce qu'on s'inquiète vraiment si Julia Simon n'était pas alignée? Honnêtement, non. Ouais, je suis d'accord. Ça va être le début de la saison. Il y a des très fortes femmes qui sont imposées sur le circuit secondaire. Je pense que Julia Simon elle va être suspendue pendant quelques étapes et donc ça va être
ça va être le moment pour elle de se montrer. Tu t'imagines une suspension à court terme, plus ou moins court terme, plus ou moins court terme, ouais. Voilà. Vous ne semblez pas que les Jeux Olympiques pour Julia Simon soient en péril. Quand même un peu. On parle de février, tu vois. On parle quand même de vol, au sein de la même fédération. De sa propre coéquipière. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et d'une de ses kinés, ouais. Puisque au-delà de l'acte, il y a aussi une réconciliation à avoir avec ses coéquipières, qui a été un peu entérinée depuis un an. C'est ça, là on sait qu'elles en ont reparlé, rediscuté, elle s'est excusée à plusieurs reprises, Julia Simon, elle a dit que c'était des erreurs de jeunesse, on peut tout entendre, mais si elle arrive à se un peu réconcilier avec le staff et sa coéquipière notamment, son retour pourrait être plus probable, je pense, pour les JO d'hiver. Oui. On va terminer avec un petit peu de basket. Allez. J'en ai déjà bien parlé, mais tu as une dernière info à nous souffler. Une dernière info donc, sur Victor Wembanyama. Après la victoire des Spurs face à Toronto la nuit dernière, la 4e d'affilée, notre Wemby national a appris que les Spurs n'avaient jamais commencé une saison NBA avec 5 victoires de suite dans leur histoire. Ils n'ont jamais fait un 5-0 d'entrée et a déclaré vouloir battre ce record vendredi face au Miami Heat. Une manière pour Victor d'afficher ses ambitions à court terme, alors que les Spurs peuvent sérieusement viser une place en play-off cette année. Effectivement, merci beaucoup Malo pour ce petit tour d'actualité avec les news et en tout cas les Spurs en play-off pour l'instant dans la direction prise. Ça a l'air de très bien marcher et d'autant que ils ont aussi pas mal de blessés. Donc si ça tourne avec autant de blessés, sur du plus long terme, ça reste rassurant. On va pouvoir aborder le petit moment débat de ce soir, messieurs. J'ai proposé des idées. Vous avez retenu une idée tennis, puisque approche bientôt les WTA Finals, le dernier grand tournoi qui s'apparente presque à un grand chelem, mais qui réunit les 8 meilleures joueuses de l'année pour un titre plus ou moins honorifique. On se rappelle quand même qu'il y a 3 ans, Caroline Garcia avait décroché ses finals, ce grand final avec en lice donc les 7 autres meilleures joueuses de l'année 2022. Pour cette fin de saison, du coup, j'en profitais avant ce grand tournoi qui arrive la semaine prochaine, à compter de ce week-end même. Petite question, quelle est pour vous votre joueuse de l'année sur le circuit féminin? Donc, il y a plusieurs grosses têtes d'affiche. Si je devais juste introduire, pour revenir sur les principaux tournois gagnés cette année, on parle des 4 grands chelem. Open d'Australie a été remporté par l'américaine Madison Keys. Roland Garros avait été remporté par l'américaine Coco Gauff. Wimbledon par la polonaise Iga Świątek ou encore l'US Open très récemment par la Bélarusse Aryna Sabalenka. Est-ce que pour vous, l'une des joueuses de l'année, à titre personnel, est dans ces 4 noms? Oui. Oui, monsieur Baptiste. Oui. Pour moi... Pour qui votez-vous, monsieur Baptiste? Je vote Coco Gauff. Vous votez Coco? Oui. Quels sont vos arguments, monsieur? Quels sont mes arguments? Parce que déjà, elle a vécu une finale contre Aryna Sabalenka. Donc, elle sait ce que c'est vivre une finale contre la meilleure joueuse en termes de classement. Et puis, voilà, c'est une joueuse qui abandonne jamais. C'est-à-dire que même si elle perd le premier set, elle sera capable de rivaliser par la suite. Donc, je m'inquiète pas pour Coco Gauff. Sinon, petite étoile, enfin, petit bonus pour Aryna Sabalenka. D'accord. Et pour cette année 2025, tu juges que Coco Gauff a été plutôt même meilleur que les autres? Oui, je pense. Oui. Sur le niveau affiché. Alexis me regarde avec des yeux. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas trop d'accord aussi. Bien t'entendre, Alexis. Je ne suis pas trop d'accord. J'aimerais écouter Alexis aussi. En termes de stats, pour moi c'est Aryna Sabalenka, un point final. Elle a gagné un grand chelem, l'US Open. Elle a fait finale à Roland. Elle a fait finale à l'Open d'Australie. Elle a remporté 2 WTA 1000. Donc, elle a un niveau de jeu qui est toujours aussi impressionnant avec son service et avec ses coups droits surpuissants. Et niveau mental, Sabalenka, ça lâche pas. Alors que Coco Gauff, c'est encore friable quelquefois. Ça l'est de moins en moins, mais ça l'est toujours. Et pour moi, très peu de joueuses, aucune joueuse ne peut rivaliser avec une Aryna Sabalenka en grande forme. Voilà. Non, précision. En grande forme. En grande forme. Non, c'est une bonne précision. Aryna Sabalenka, comme tu l'as décrit en grande forme, nous rappelle la Iga Świątek qu'on a connue il y a un an et demi. Attention à Iga Świątek aussi. Mais voilà. Attention. Bon, Iga Świątek, à moins que la polonaise soit dans le camp à gauche. Malo.
C'était très gentil de ta part, Baptiste, de te mouiller un peu et de dire un peu Coco Gauff. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était l'année de Sabalenka. De mon côté, je vais rejoindre et je vais dire que c'est Sabalenka qui est pour moi la joueuse de l'année. Pour un peu les mêmes arguments, elle fait quand même 3 finales de Grand Chelem sur 4. Elle en gagne une, certes. Mais moi, je pense que ça témoigne surtout qu'elle est très polyvalente et qu'elle peut s'adapter à plusieurs surfaces sur le circuit. Voilà, au-delà de ça, je pense qu'elle a un peu cette image de patronne du tennis mondial depuis maintenant 2 ans. Voilà, il y a Coco Gauff qui la titille un peu, mais moi je pense que Sabalenka est toujours la meilleure joueuse mondiale. La numéro 1 et la numéro 1. La numéro 1 et la numéro 1 qui va être décidée, je pense, dans quelques mois. Oui, sachant quelques que semaines. Aryna Sabalenka maintenant est en tête du classement féminin depuis plus d'1 an, 54 semaines. Voilà, elle a fêté son anniversaire à la tête de la WTA. Sabalenka, pourquoi pas? Oui, effectivement, j'avais noté pas mal d'arguments. C'est vrai que ça reste le grand nom reluisant. Moi, je fais un petit pas de côté. Je vous avoue, un peu en 50-50. Un petit nom que j'aime bien, qui fait partie de ces WTA Finals qui arrivent cette semaine. C'est une autre américaine que je n'ai pas citée dans les vainqueurs de Grand Chelem, puisqu'elle sort de 2 défaites en finale de Grand Chelem. C'est Amanda Anisimova. Alexis, toi, tu l'avais vu aussi? Ouais, je l'avais vu. Mais je suis d'accord avec toi. Elle a été très très forte. Je trouve que s'il y en a une qui m'a fait plaisir et que je salue l'année et la performance, Aryna Sabalenka était peut-être encore trop, à mes yeux, sur des standings de 2024. Donc, j'ai pas vu une très grande Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka, en plus, elle finit l'année, on va dire, avec 4 titres. Mais 3 finales de Grand Chelem, c'est presque dommage pour elle en fait qu'elle perde elle perd plus de finales qu'elle n'en gagne. Bon, c'est dommage. C'est pour ça aussi. Et Amanda Anisimova, vous allez me dire, Adrien, tu viens de dire qu'elle perd 2 finales de Grand Chelem. Oui, mais elle, c'est un nouveau monde, qu'elle découvre. C'est une éclosion presque. Elle a 2 titres en WTA 1000. Elle a gagné à Doha et à Pékin. Elle a été finaliste au Queens WTA 500 juste avant Wimbledon, où elle fait finale à Wimbledon. Donc en plus sur gazon, sur dur, elle assure. À l'US Open, elle a réussi à aller jusqu'en finale à son tour. Et elle a été capable de challenger les têtes de série cette année. Pour vous dire, elle a réussi à battre, pour quelqu'un qui partait en début d'année, de la 40e place mondiale. Tout au long de l'année 2025, elle a battu à tour de rôle Mira Andreeva, Zheng Qiwen, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff ou encore Jasmine Paolini, qui sont pour la plupart toutes des top joueuses mondiales et présentes à ces WTA Finals. Moi, je trouve que c'est à souligner. Après, Amanda Anisimova, pour ceux qui suivent vraiment le tennis féminin, si vous vous rappelez, elle avait quand même d'abord fait parler d'elle lorsqu'à 18 ans, elle avait fait demi-finale de Roland-Garros 2019. Je sais pas si vous suiviez trop le Roland-Garros féminin cette année-là. On connaissait pas encore Iga Swiatek comme étant une... C'est l'année d'après Swiatek. C'est Ashley Barty qui avait éliminé Anisimova, qui avait gagné Roland-Garros derrière, l'Australienne. Ashley Barty, qui était numéro 1 mondial et qui, du jour au lendemain, a dit... Après l'US Open 2022, ouais. Et tout ça. Donc, moi, c'est Anisimova. Mais il va y avoir un sacré niveau, du coup. Parce que... Pour ces WTA Finals parce que... Évidemment, c'est les 8 meilleurs de l'année. Oui, bien sûr, mais... D'autant plus... je sais pas, je sens qu'il y aura, ça va vraiment se challenger. En fait, il faut vraiment pas partir sur des acquis de numéro 1 et 2 vont se croiser. C'est très, très homogène, le niveau des 8. Oui, c'est ça. Et puis, c'est toujours dur sur le circuit féminin de distinguer un nom. Parce que là, on le voit encore cette année, c'est 4 vainqueurs, vainqueuses de Grand Chelem différents. 4 différentes, ça faisait longtemps. 4 différentes, moi, j'aimerais quand même une mention spéciale à Loïs Boisson. Oui, j'ai noté. Pour Roland Garros. Effectivement. Je sais pas si t'allais en parler, mais. J'avais juste noté 2 mentions spéciales pour nos Françaises, que sont Loïs Boisson, qui est la demi-finaliste de Roland Garros et qui a gagné même un WTA 250 à Hambourg, et Sarah Rakoto Monga, qui est d'origine malgache, qui a gagné le WTA 250 de Sao Paulo, qui sont les 2 Françaises vainqueurs sur le WTA Tour, les grands tournois principaux. Donc, mais elles sont de là à être joueuses de l'année, voilà. Mais elles sont à mentionner. Plutôt à révélation. Mentionner, J'ai une autre joueuse française, moi, que je voudrais mettre en avant, c'est Elja Jacquemot. Oui. Qui est beaucoup plus régulière. Elle a fait 3e tour à Roland-Garros face à Loïs Boisson. Si je dis pas de bêtises, elle fait un bon parcours à Wimbledon aussi. Ouais, je crois aussi. Et là, elle finit l'année, elle est actuellement 58e mondiale. Elsa, en tout cas, a montré que elle s'affirmait un peu plus. Et c'est vrai que chez les hommes, on commence à avoir énormément de joueurs top 100. Chez les femmes, il n'y en a pas tant que ça. Mais quand il y en a comme Elsa Jacquemot, c'est vrai que c'est bon à souligner. Louise Boisson, elle a fait une percée incroyable. Quand il y a des performances françaises tout court... Elle avait gagné
De combien Combien de places au classement? Ouais, Une centaine, 200? Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Elle était 360e mondiale et elle est remontée. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, elle est autour de la 60e. Donc Aujourd'hui, elle est 37e. Maintenant, elle est 36e. C'est fou, c'est ça. Mais elle, en tout cas, en fin d'année, il y a des récompenses pour les hommes, les femmes, le tennis, l'ATP, la WTA récompense. Il y a la joueuse de l'année, mais il y a aussi le comeback de l'année. Il y a la meilleure progression de l'année. Ah, ça peut. Loïs Boisson, meilleure progression, c'est. Ou la révélation, du simplement. Oui, je sais pas si révélation. Je sais pas si c'est une catégorie, mais ouais. Je sais pas comment ils sont distingués les deux. L'année dernière, chez les Français, c'était Giovanni Mpecci Perica. Et chez les hommes, oui. Chez les hommes. Tout à fait. Oui. Donc, notre Giovanni qui lui aussi avait fait un bond extraordinaire. Et voilà pour ces finals WTA. Donc, on retrouvera Aryna Sabalenka, finaliste en 2022, qui avait perdu donc contre. Non, Caro Garcia. Caro Garcia. Je vais voir si vous suiviez, enfin, voilà. Iga Swiatek, pour faire un très court mot là-dessus, mais c'est vrai que cette année, elle a été très longtemps et solide numéro 2 mondial, mais on l'a jamais vue aussi, on l'a rarement vue en tout cas aussi défaillante, capable de se prendre des 6-1, 6-0, de perdre complètement son niveau de jeu, alors que nous avait habitué à une telle domination en 2023-2024. Évidemment, elle ne rentrait pas du tout dans l'équation pour nous des joueuses de l'année. Surtout sur terre battue. Là, cette année, sur terre battue, elle a remporté aucun titre. C'est sur herbe où elle a été très forte, où elle fait finale à Badembourg. Et sans remporter le titre. Et à Roland Garros, où elle a quand même gagné 4 fois. Elle a pris 6-0 dans le 3e set contre Sabalenka. Ça nous a fait bizarre. Et elle a gagné sa première finale, elle l'a fait à Badembourg, donc c'était en juin. Et ensuite, elle a quand même gratté Wimbledon. Donc en fait, face à Anisimova qui découvre 6-0, 6-0. Ouais, c'est quand même le match de l'année peut-être, mais pour la symbolique et pour le résultat. Donc Iga Swiatek est quand même qualifiée avec Coco Gauff, Amanda Anisimova, on en parlait, Jessica Pegula, l'américaine, l'autre américaine Madison Keys qui en début d'année a marqué des points, elle revient après une première participation en 2016, Jasmine Paolini l'italienne ou encore la kazakh Elena Rybakina qui est toujours pas loin mais qui confirme pas trop. Mais elle reste dans ce gros lot, en tout cas des joueuses de tennis. Voilà, messieurs, le petit débat. Petit moment de pause, quand même, avant de se retrouver pour la fin de cette émission. Je cherchais une musique en lien avec joueuses de tennis, et donc il y a une chanson qui m'est apparue, c'est comme des joueuses de tennis. Je fais des choix complètement aléatoires. Une chanson d'Alphonse Bisaillon, sortie dans son EP éponyme en 2022, artiste canadien. On s'écoute ça, comme des joueuses de tennis, c'est une petit moment sympa, chill. Allez vous siroter un petit verre, allez aux toilettes et on se retrouve juste après pour un petit point d'histoire avec Baptiste et les immanquables du CSC. De retour en direct sur Radio Campus 6,6 avec à l'instant comme des joueuses de tennis. Une petite chanson de l'artiste canadien Alphonse Bisaillon. On avance dans cette émission. 23h48 sur la montre. On va pouvoir passer à petit point suivant avec Baptiste qui s'est chargé de faire un retour dans le temps, un retour vers le futur. C'est tout de suite dans le CSC. Un petit retour dans le passé ne vous ferait pas de mal. C'est maintenant le point historique dans le Campus Sport Club. On devrait l'appeler comme ça, Retour vers le futur, tout simplement. Le nom de la chronique. Retour vers le passé, du coup, non? Oui, mais c'est pour la blague. Ah oui. Bien sûr. Excuse-moi. Non, mais c'est pas logique sinon, effectivement. J'ai des fois, j'ai très mauvaise idée, faut le savoir. Oui. Bon, en tout cas, Baptiste, pour cette première de l'année, en ce 28 octobre, tu t'es replongé sur un événement plus ou moins joyeux. C'était il y a 2 ans. Eh oui. Replongeons-nous, messieurs, 2 ans en arrière, jour pour jour. Nous sommes le 28 octobre 2023. Alors, je vous fais un peu le décor. L'automne s'installe doucement, les feuilles tombent, les soirées se rafraîchissent, mais dans les stades, c'est la fièvre du rugby qui domine. Depuis plus d'1 mois, la France vibre au rythme de la Coupe du Monde de rugby à 15. Une édition particulière. Pourquoi ? Parce que c'est la 3e fois que la compétition se joue dans l'Hexagone, après 2007 et les quelques matchs accueillis en 1991. De Marseille à Saint-Denis, de Toulouse à Nantes, les plus grandes villes françaises ont vu défiler le gratin mondial de l'Ovalie, les hymnes, les 3e mi-temps, les drapeaux des 4 coins du monde. La France entière a vécu au rythme du ballon ovale. Mais ce jour du 28 octobre 2023, jour de finale au Stade de France, le 15 de France n'est déjà plus en lice. Je vous fais pas de surprise. Éliminé en quart de finale par l'Afrique du Sud de seulement un petit point en terre d'un match qui restera dans toutes les mémoires avec un score de 28-29 pour
l'Afrique du Sud. L'Irlande, autre grande favorite, a elle aussi chuté. Et l'Argentine, outsider courageux, s'est arrêtée aux portes de la finale. Alors il ne reste plus que 2 géants. Les 2 nations les plus titrées avec 3 trophées de Webb Ellis chacune, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Direction maintenant le Stade de France. 80 000 spectateurs, 14 degrés, quelques averses typiques d'un automne francilien. Dans les tribunes, on parle toutes les langues, l'ambiance est électrique et puis le silence. Les Néo-Zélandais se rassemblent, le haka retentit, le public retient son souffle, le choc des titans peut commencer. Et pour dire, il tient bien ses promesses puisque dès la 4e minute, André Pollard ouvre le score pour les Springboks sur une première pénalité. 10 minutes plus tard, même scénario, une deuxième tentative réussie, 6-0 pour les Sud-Africains. Les Blacks, eux, restent dans le match. À la 16e minute, Richie Mo'unga répond par une pénalité 6-3, mais les Boks imposent leur rythme, leur puissance, leur discipline. À plus de 50 mètres, Pollard réussit un 3e coup de pied magistral 9-3. Et puis, coup de théâtre à la 34e minute, le capitaine néo-zélandais Sam Cane prend un carton rouge pour un plaquage haut. À 14-15, la soirée s'annonce très compliquée pour les hommes en noir. Pendant ce temps, Pollard continue son petit festival au pied, une nouvelle pénalité qui creuse l'écart. 12-3 pour les Springboks à la 34e minute. Juste avant la pause, heureusement, Mo'unga parvient à limiter la casse avec une pénalité 12-6 à la mi-temps. Le suspense reste total, mais les Springboks ont en main leur destin. En seconde période, le match devient plus tendu, plus physique. Chaque mètre gagné est une bataille. Les All Blacks refusent d'abandonner et à la 58e minute, le moment que tout un stade attend. Après une superbe séquence, Jordi Barrett adresse une superbe passe sautée à Téléa qui trouve Bowden Barrett à l'intérieur. Et attention, essai, le Stade de France explose, les Blacks reviennent à 1 point. Mais Mo'unga manque la transformation, 12-11 et ça restera le score final. Les 20 dernières minutes sont pourtant un bras de fer monumental, les Néo-Zélandais tentent, pilonnent, insistent, les Boks se défendent avec une intensité incroyable et malgré une dernière offensive désespérée des All Blacks, rien n'y fait. Coup de sifflet final, l'Afrique du Sud s'impose 12-11. Un seul petit point d'écart, comme en demi-finale. Mais un point qui entre dans l'histoire, les Springboks remportent leur 4e Coupe du Monde, un record, la 2e à Saint-Denis après celle de 2007. Et au-delà du score, c'est toute une symbolique. Une équipe forgée sur la résilience, sur la défense, sur le mental. Ce soir-là, les Boks n'ont pas seulement gagné un trophée, ils ont confirmé une identité, une fierté, une culture du combat que tout le monde du rugby connaît. Alors oui, 2 ans sont passés. Mais quand on repense à cette finale du 28 octobre 2023, on se souvient d'un seul match tendu, brut, intense à l'image du rugby, dans ce qu'il a de plus pur, du respect, du courage, un ballon ovale qui décidément fait battre bien des cœurs. Même si pour nous, supporters français, subsiste un goût amer d'inachevé qui doit encore hanter Dupont et ses coéquipiers. Ouais. Je sais pas comment. Malheureusement, je vous mets un petit quand même souvenir un peu de tristesse quand même pour nous. C'est ton choix. Supporters français. C'est ton choix. Oui. Ici, ça se rappelle comment vous l'aviez regardé, suivi, vécu cette finale de rugby. Et oui, je me rappelle très très bien parce que moi j'étais en Angleterre à ce moment-là. Oui, donc je voulais aller dans un pub pour regarder. Ouais, t'avais pas compris, il fallait rester à Paris en fait. Tu vois, et il fallait aller au Stade de France, ouais, mais j'ai pas eu des places. Donc non, j'étais à Londres, mais j'étais pas assez grand pour rentrer dans un pub, donc j'ai regardé chez moi, mais c'était une belle finale, même si peu de points. 12-11 au score final, mais je me rappelle d'un beau match entre pas les 2 meilleures équipes de la compétition, mais les 2 géants du rugby mondial. Même si on aurait préféré voir un Irlande-France ou en finale, mais voilà. Et toi, Alexis? Je t'avoue que j'étais chez moi tranquille dans la Drôme, puisque le lendemain, je me faisais opérer des dents de sagesse. D'accord, oui. L'anecdote de fou. Tu avais d'autres soucis. Exactement. Et comme l'équipe de France n'était pas en finale. C'est ça, je me suis dit, on te pardonne. On te pardonne en tout cas. Ça a dû être sympa à Londres puisque les Anglais avaient perdu leur demi-finale contre les Sud-Africains d'1 point. Ouais. Donc en vrai, je pense qu'ils étaient peut-être plus néo-zélandais. Ah ouais, l'ambiance était plus néo-zélandaise. À Londres. Ils ont gagné leurs 3 rencontres d'1 point. Exactement. C'est l'histoire de ce mondial. Tout s'est joué à 1 point à chaque fois pour les Springboks. Merci beaucoup Baptiste pour ce petit rappel qui fend un peu le cœur, mais qui est quand même bon à rappeler. En tout cas, c'était il y a 2 ans cette finale de la Coupe du Monde 2023. On a hâte dans 2 ans de voir si nos Français vont aller à cette finale et vont gagner leur première Coupe du Monde. On l'espère. On l'espère enfin. 23h55, on aborde le temps additionnel de ce CSC. Tout de suite, les immanquables d'Alexis. Énorme rencontre ou affiche méconnue, le point des futurs événements de la semaine dans les immanquables.
Pour ce qui est des futurs grands événements, il n'y a pas besoin de se déplacer trop loin dans le temps. Non. On a de rendez-vous demain déjà à la Paris La Défense Arena. C'est ça, on a commencé avec du tennis, on va finir avec du tennis. Le tournoi du Rolex Paris Master continue demain avec la fin du deuxième tour et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on va se régaler avec un programme particulièrement alléchant. On entre directement dans le vif du sujet à 11h avec la revanche des cousins Arthur Hinderknecht contre Valentin Vachereau. Après sa défaite en finale à Shanghai, ce sera l'occasion pour Arthur Hinderknecht de montrer qui est le plus fort dans la famille. Toujours côté français, Alexandre Müller tentera de se qualifier à 12h30 face à un Félix Auger-Aliassime qui vient de retrouver le top 10 mondial. Arthur Cazot défiera Alejandro Davidovich Fokina à 14h. Et enfin, Corentin Moutet affrontera le Kazakh Alexander Bublik à 19h dans une rencontre qui s'annonce particulièrement tendue. Du côté des têtes d'affiche, l'Allemand Alexander Zverev tentera de conserver son titre à Paris. Il entrera en scène à 12h30 face à l'Argentin Hugo Carabelli. Yannick Sinner, récent vainqueur à Vienne, rencontrera le Belge Zizou Bergs à 14h. Toutes les rencontres sont à suivre sur Eurosport et la plateforme de France TV qui codiffuse la plus belle rencontre de la journée. La finale aura lieu dimanche après-midi et donc je me tourne vers vous, messieurs, pour qui va remporter le tournoi selon vous? Juste une contrainte, vous n'avez pas le droit de dire Yannick Sinner. Je veux juste un nom. Allez. Sinner, Yannick. T'es pas drôle. Ah, non, T'es pas drôle. Allez, Je vais donner un petit nom comme ça. Vas-y. Valentin Vachereau. Oh, c'est Pourquoi magnifique. pas Valentin Vachereau? Franchement, Ouais. écoute, il est capable. Oui, hein. j'irai les SK au premier tour. Puis il a quand même Attention. sorti Novak Djokovic à Shanghai. Ouais. Cameron Norrie qui vient d'éliminer Alcaraz. Ah, oui, Est-ce qu'il pourrait faire les deux? Ah, peut-être. Ah, c'est on mon sait pas, rêve hein. fou. Est-ce qu'il pourrait C'est quand même un énorme enchaîner les deux GOAT du tennis actuel? Qui sait Qui c'est? Qui Qui c'est Cameron Ouais. Norrie? Et De toi la grande raquette, on va enchaîner avec Ouais. le temps malheureusement. La petite raquette, je fais exprès, tu vois, j'esquive. Ouais. Direction Montpellier pour la suite du WTT Champions. Ouais. Le WTT de Champions de Montpellier, c'est l'équivalent des Master 1000 de tennis, des Master 1000 pour le tennis. En tête d'affiche de ce tournoi, Félix Lebrun tentera de réitérer son exploit de l'an passé et conserver son titre. Tête d'affiche numéro 3, le Français aura fort à faire puisqu'il rencontrera un de ses compatriotes, Simon Gauzy ou Lilian Bardet, dès le deuxième tour. La réponse demain à 18h30. Alexis Lebras débutera son tournoi demain à 20h50 face au Nigérian Quadri Haruna. Il ne pourra défier son frère que dans une éventuelle finale. Du côté des Françaises, Priska Pavad et Camille Lutz se défieront demain à 16h30 pour passer au deuxième tour. Et la Française Yanan Yuan rencontrera la Japonaise tête de série numéro 5 du tournoi, Miwa Harimoto, jeudi à 14h45. L'ensemble des rencontres est à suivre sur les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport. Pardon. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Allez, Je me speed un petit peu. Bien sûr. On va parler. Il y a double dose de Ligue 1 là. Ouais, demain aura lieu la 10e journée de Ligue 1 avec des affiches à 19h comme Lorient-Paris, Lens-Metz et Lille et Nice-Lille. À 21h, c'est à 19h. À 21h05, Marseille recevra le SCO d'Angers et le Paris FC défiera les joueurs de l'OL de Paulo Fonseca. L'ensemble des rencontres sont à suivre sur Ligue 1+, à l'exception de Nantes-Monaco disponible sur beIN Sport 1. Et en fin de semaine, il y aura la 11e journée de Ligue 1. Le PSG recevra Nice à 17h sur beIN Sport. Marseille se déplacera sur le terrain d'Auxerre à 21h05. Lille et Lens recevront respectivement Angers et Lorient dimanche à 17h15. Et les rencontres sont toujours à suivre sur Ligue 1+. Toujours en football, demain, l'équipe de France féminine des moins de 17 ans tentera de se qualifier face à l'Espagne pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde qui se tient au Maroc. Le match sera diffusé sur la chaîne L'Équipe à 16h30. Un tout petit mot de NBA. Allez, un pour tout ceux petit mot qui sont encore éveillés de dans la nuit. NBA. Les Washington Wizards d'Alexandre Sarr joueront cette nuit face aux Sixers de Philadelphie à minuit. À minuit et demi, Moussa Diabaté et ses coéquipiers des Charlotte Hornets se déplacent sur les parquets du Miami Heat. Merci Alexis pour ces immanquables express. Tu en as un peu perdu ta voix. Ouais. J'espère que tout va bien, qu'il est là. Merci à Baptiste et à Malo aussi pour votre participation à cette émission. Qui arrive à son terme. Le Campus Sport Club, évidemment, vous donne rendez-vous mardi prochain, 23h minuit, pour une nouvelle émission. Moi, je vous laisse avec les musiques de la nuit, avec une voix, je ne sais pas pourquoi, un accent. Et d'ici là, je vous dis évidemment, Pour l'Espagne. portez-vous bien. Bye bye tout le monde.